S'il y en a qui sont pas prêts à crever pour ça, ils peuvent se tirer tout de suite. Il y a des volontaires? On va rouvrir un restaurant. On va faire de la cuisine. Ça va être brut, sans phare, sans esbrouf, de cru. C'est compris? Oui, chef. Les studios sont des lieux secrets, où la création s'exerce à l'abri des regards, où les décors restent invisibles. Des milliers de techniciens et d'artistes viennent y travailler, discrètement, trop discrètement sans doute. Dans les studios de Bry-sur-Marne, plus d'une centaine de films et des milliers de téléfilms ont été réalisés. Parce qu'ils possèdent des atouts uniques, nous avons cru que ces studios étaient protégés. Grâce à son ergonomie, ses 8 plateaux de tournage, son stock de meubles et d'accessoires, ses ateliers costumes et décorations, son décor de rue en extérieur. Mais pour les spéculateurs, ces studios ne sont pas une usine à rêve indispensable, mais 13 hectares de terrain, situés dans le très rentable Grand Paris. Tout commence pour moi en 2014. Je rejoins un groupe formé par l'ADC et le MAD, 2 associations de décorateurs. Depuis 6 mois, ils tentent de sauver les studios de Bry-sur-Marne qui appartiennent au groupe Euromédia, leader de la prestation technique audiovisuelle. De mon côté, je viens de réaliser un documentaire pour sauvegarder la mémoire des studios de cinéma d'Arpajon situés en Essonne. En 2012, ils ont été fermés, puis vendus par Euromédia afin de privilégier l'activité des studios de Paris, intégrés au sein de la Cité du cinéma. Malgré l'ouverture de ces plateaux ultra-modernes, les bons vieux studios de Bry ne désemplissent pas. Et lorsque Euromédia les vend en toute discrétion en mai 2013, leur fermeture ne va pas s'effectuer comme prévu. Le début de la mobilisation, il s'est fait sur les meubles et les accessoires. On a été informé par les personnes qui s'occupaient du stock de mobilier de Bry-sur-Marne que le stock allait être vendu. Ce stock, il a été construit par des générations de décorateurs et d'ensembliers et d'ensemblières qui ont, au gré des films, comme je le disais, augmenté le volume de ce qui était disponible. Et se dire que ce stock allait tout simplement être vendu, dilapidé, c'était un souci majeur. Le MAD et l'ADC lancent une pétition pour sauver ce stock héritage de l'ORTF. Il est très spécifique, le stock de la SFP. C'est pas un stock d'accessoires et de meubles d'antiquité de haute valeur, comme on peut en trouver chez Soubrier ou chez Lanzani. C'est un peu du vrac. Mais quand vous faites un décor, et particulièrement quand vous faites un décor contemporain, le vrac, c'est ce qui fait la vie dans un espace. C'est pas des choses de grande valeur, si on les prend individuellement, mais mis bout à bout, il est indispensable. Il est juste indispensable, ce stock. On a commencé à se réunir et à s'interroger sur à qui c'était vendu, à qui ça serait vendu. Et on est quelques-uns à dire, il y a un enjeu plus important que les meubles et les accessoires, c'est le studio lui-même. Et c'est ainsi que nous décidons d'empêcher la fermeture de ces studios, considérés par beaucoup de professionnels du cinéma et de la télévision comme les meilleurs studios français. Le temps de penser aux conséquences financières pour ma famille. C'est d'abord un studio où il y a de la place, où plusieurs films et plusieurs gros films peuvent cohabiter sans se gêner. Quand je regarde l'ensemble des studios français, je dirais que sur les gros plateaux de Bry, on a une vraie sécurité et confort de travail, alors que c'est des plateaux qui ont plus d'une trentaine d'années. Pour moi, c'est de tous les studios celui qui est le plus adapté à notre métier parce qu'il a été conçu par des gens du cinéma pour des gens du cinéma. Dans le hall, une plaque rend hommage au créateur des studios, Jean-Charles Edlin, le premier président de la SFP. Dans les années 70, il a voulu créer à Bry-sur-Marne un studio hollywoodien pour produire des films, du scénario à la copie finale. En 1985, la SFP relance son projet et fait appel à ses équipes pour la réaliser. Elle emploie 2500 personnes dans plus de 120 métiers. Chaque service définit alors ses besoins. Tout le monde a été consulté, je veux dire, du chef déco et des techniciens, des chefs de poste, que ce soit construction, peinture ou autre. Un cahier des charges est rédigé et un concours d'architecture lancé. Les équipes de la SFP choisissent le projet d'Alain Cazes et Marino Di Teana. Ce processus de création, resté unique en France, explique l'ergonomie inégalée de ce bâtiment. C'est très bien pensé parce que tout se passe en intérieur et tout est fait pour qu'on puisse
perdre le minimum de temps pour passer d'une étape à l'autre. Ça, c'est incroyable. C'est-à-dire que cette circulation à travers à la fois ce couloir qu'il y a entre la partie loge, administration et l'entrée des plateaux, plus les couloirs latéraux qui permettent aussi de passer dans la deuxième allée derrière où il y a tous les camions et cet avantage que les camions machinaux, par exemple, et électro, peuvent se garer, entre guillemets, au cul des studios. Moi, ça m'est arrivé d'arriver à Brie le matin et de ressortir très tard, sans être sorti de la journée. Dans les studios de Brie, il existe un lieu unique où s'incarne la magie du cinéma. C'est le seul qui possède un backlot. Donc un studio extérieur dans une rue qu'on transforme au gré des films. Le backlot devient nécessaire de par la difficulté aujourd'hui de tourner en Île-de-France. Ici, c'est vrai qu'on peut tourner rapidement, sans autorisation. On peut arriver du jour au lendemain, tourner 2 heures. C'est 2 sols, la pomme. 2 sols, mon oncle. La Révolution a décuplé les prix. Bah oui, c'est terrible. Oh, la pomme, c'est gâché. À Brie, on utilise même les parkings pour reconstituer le camp militaire situé en Afghanistan de la série Loin de chez nous. Écoutez. Vous entendez quelque chose ou pas? Bah non. Alors je peux savoir sur quoi vous tirez, bordel? Ce royaume de l'illusion est resté ce petit village, avec ses espaces verts, sa station de bus, ses larges avenues, ses chats, une cité à taille humaine. C'est très inspirant de retrouver des camarades, de se croiser. Le studio, c'est formidable pour ça. Ça permet de fixer. C'est vrai que c'est un lieu d'échange. Quand on est dans un studio, on rencontre les autres équipes. On n'est pas tout seul. Il y a une grosse mixité entre les différentes équipes qui y travaillent. C'est un mélange que je trouve particulièrement riche pour les jeunes qui arrivent dans le métier et pour les plus anciens qui côtoient des technologies parfois plus modernes. C'est rare de rencontrer ses collègues de travail, sauf dans les lieux où on fait le cinéma. Et on le fait le cinéma dans les studios. C'est par ici. Une porte de studio et nous débarquions dans une antre de ferraille. Le vaisseau d'Alien 4, non. Tire-larigot, le repère des héros du film. Finalement, je raconte toujours la même histoire. C'est généralement l'histoire d'un orphelin qui, comme le petit Pousset, va lutter contre plus fort. Tels des petits poussets qui veulent sauver leur studio, nous enquêtons pour découvrir à qui ils ont été vendus et dans quelles conditions. Car Euromédia s'enferme dans le silence. Le nouveau propriétaire est la société Nemoa, créée par Rudy Marzouk avec 5 000 € de capital. Associée à une société écran luxembourgeoise, Riverside Investment, qui apporte les 32 millions d'euros nécessaires à l'achat. Face à cette opacité, un signalement est effectué auprès de Tracfin, organisme public chargé de la lutte contre le blanchiment d'argent, signalement qui restera sans suite. Nous découvrons qu'avec cette vente, Euromédia réalise 27 millions d'euros de plus-value. Comment est-ce possible? Nous comprenons lorsque nous apprenons les intentions de l'acheteur. Construire des habitations à la place de nos studios. Leurs terrains sont situés en zone industrielle. S'ils deviennent constructibles en logement, leur valeur augmente considérablement. C'est le pari qu'aurait fait Rudy Marzouk. Mais le maire de Brie-sur-Marne souhaite conserver les studios. Quand j'ai été élu maire, j'ai mis un certain temps, bien évidemment, à prendre conscience de l'ampleur de la situation et de l'importance des studios de cinéma pour Brie-sur-Marne, pour l'Est parisien et pour la région Île-de-France. La présentation qui a été faite de la vente m'a été imposée. Je n'ai pas été inclus dans les discussions. Donc j'ai étudié les différentes possibilités qui existaient pour arriver à la conclusion que j'avais la possibilité de préempter ces terrains pour empêcher la vente
Alors pas tout seul, d'une part parce que les studios de cinéma sont à cheval sur Bry-sur-Marne et sur Villiers-sur-Marne. On a beaucoup travaillé avec le service des impôts, avec les domaines, avec EPAMarne, et donc on a fait une proposition de préemption à 11 millions d'euros. Cette préemption devait être signée par le maire de Bry-sur-Marne et par le maire de Villiers, c'est ce qui a été fait. Et pour une raison qui m'échappe encore aujourd'hui, cette préemption n'a pas été jusqu'au bout, alors qu'après 3 mois de travail intense, on était arrivé à une solution qui nous semblait tout à fait acceptable pour tout le monde. Mystérieusement, le dossier n'est jamais arrivé à la préfecture et la préemption avorte. Lorsque la préemption ne se fait pas, ça veut dire que la vente continue. Et parallèlement, le Grand Paris Express prend forme. Et évidemment, une promotion immobilière qui d'un seul coup prend effet. Et c'est là que j'ai vu défiler dans mon bureau la totalité des promoteurs pour essayer de construire le maximum de logements sur ces terrains. Nous sommes conscients de la crise du logement. Mais pourquoi construire des immeubles en détruisant notre outil de travail ? Surtout dans une région dont ce n'est pas la problématique, comme le rappelle le député Gilles Carrez. Il est hors de question, dans cet Est parisien où on a beaucoup, n'est-ce pas, chers collègues maires, de logements, pas assez d'emplois, où il y a la transhumance quotidienne Est-Ouest pour aller travailler à l'Ouest et un RER A qui n'en peut plus. Nous, notre bataille prioritaire, c'est développer l'emploi en priorité par rapport au logement. Il est question que les studios ferment et Versailles, justement, cherche un endroit pour tourner. C'est une série lourde où il nous faut justement beaucoup de prémontage parce qu'il y a beaucoup de décors extérieurs à préparer. Donc ça, c'est aussi une grande facilité qu'offre Bry. Et Versailles trouve un accord avec Euromédia à l'époque pour maintenir l'activité jusqu'à la fin de la série. Nous gagnons ainsi 8 mois de répit. Alors que le tournage de la série Versailles commence, nous perçons à jour les conditions de vente des studios. On découvre que dans ce contrat de vente, qu'il y a une clause dite de non-concurrence qui interdit à tout acheteur potentiel d'exploiter la zone achetée dans le domaine de l'audiovisuel. On avait un outil qui était performant. On était convaincus qu'on pouvait trouver des repreneurs, des gens qui seraient intéressés pour continuer l'exploitation de ces plateaux, mais il fallait impérativement faire sauter cette clause. À ce moment-là, on décide vraiment de s'organiser activement sur 2 fronts. D'une part, d'alerter nos institutions de tutelle, le CNC, la Commission Île-de-France, le ministère de la Culture, et puis les politiques. Ils étaient persuadés que l'outil dont ils disposaient à Bry-sur-Marne était obsolète. C'était le discours officiel qu'Euromédia tenait au maire pour justifier la démarche d'une vente. Donc il a fallu dans un premier temps qu'on leur réexplique et qu'on leur dise « mais attendez, non, pas du tout. On peut vous dire une chose, c'est que les professionnels que nous sommes très attachés à cet outil, mais pas pour des histoires sentimentales, juste pour des histoires de production. » On entre là, il faut que tout soit dynamique, tout soit en mouvement, que ça bouge tout le temps, donc voilà, on va mettre un peu de temps à se caler. C'est le premier plan du film, ça. Voilà, quand t'arrives, c'est l'ouverture, pas l'ouverture du film, mais bon, si on foire ça, c'est pas bon. C'est l'ouverture de la brigade. C'est de la brigade, c'est la première fois qu'on voit la cuisine. Action! Coupé! C'est bien, merci! Il y a une ergonomie, une superficie d'atelier qui est unique. En France, j'en suis certain, j'aurais même peut-être tendance à dire en Europe.
toute la chaîne de fabrication jusqu'à l'accessoirisation finale de nos décors qui est installée sur place. Quand on construit, on a besoin d'une menuiserie, d'une serrurerie. Ensuite, on assemble. Une fois qu'on a assemblé, il faut transporter les assemblages des parties de décor pour qu'elles soient peintes, patinées, etc. Et ensuite, une fois que tout ça est préparé, on file sur le plateau de tournage et on monte le décor pièce par pièce. On est tous réunis en un seul lieu. Donc c'est pour ça, il n'y a pas mieux, quoi. Il n'y a pas mieux. Les assistants sont tous là au dessin, tout le monde se voit. On va directement en tapisserie parce qu'il y a un petit problème où on va modifier. Ça veut dire qu'après, ça justifie de continuer sur le polochon. Et moi, je trouve que c'est beau comme ça, sans rien. Je crois qu'il est unique, cet atelier. Déjà par sa grandeur, par sa position. Il est très bien placé par rapport au plateau. Il est fonctionnel. C'est les seuls studios, à ma connaissance, qui possèdent cette qualité d'équipement. Quelle que soit la difficulté, il y a le confort de l'outil. C'est hyper important. Bon, là, c'est une rue qui est à reproduire. Sur place, on fera un faux ciment à des endroits. On cassera un petit peu les pierres pour donner l'aspect un peu vieilli. Du colorant et du plâtre. On laisse boire, on mélange, on met dans le moule. Et on met la finance. Voilà. Qu'il n'y ait pas de jaloux. Ça, c'est pour que ça traverse. On fait pénétrer. Plus que 159. On y est presque. On tient le bon bout. Donc, quand on a appris la fermeture de Brie-sur-Marne, c'était la perte sèche définitive de tous les ateliers de prémontage dont on dispose encore aujourd'hui et qui nous sont nécessaires, pas seulement pour les films qu'on fait en studio, mais aussi pour les films qu'on fait en extérieur. De nombreuses associations de techniciens rejoignent la mobilisation et lors des journées professionnelles de la CST, nous demandons des comptes à Euromédia. Lorsque le groupe rachète la SFP pour 4,5 millions d'euros, les studios de Brie, alors en parfait état, devaient devenir Hollywood-sur-Marne. Ils allaient construire de nouveaux plateaux, accueillir une 50aine de prestataires. 10 ans plus tard, les studios tournent, mais les nouveaux plateaux et les prestataires ne sont jamais arrivés. Les toits fuient, les hangars se dégradent, le backlot rouille et le laboratoire devient un décor pour film noir. Par contre, les plus-values liées à la vente des studios ont bien été encaissées. Désormais, les députés et les sénateurs du Val-de-Marne, toutes tendances politiques confondues, nous soutiennent et interpellent le gouvernement. Mais lors de nos réunions avec le ministère de la Culture et le CNC, nous comprenons que l'arme de l'État, c'était la préemption et elle a échoué. Que faire alors face à cette vente immorale mais légale ? On s'est bien sûr demandé quelle tactique adopter. Donc, c'était sûr et certain qu'on ne voulait pas nuire à l'activité des studios, donc occuper les plateaux et faire un ramdam qui aurait finalement bloqué les choses. On s'est plutôt servi des outils de maintenant, les outils Internet, les réseaux, donc le Facebook, on a tweeté. Tout ça s'est fait d'une manière très, très pacifique. Je n'accepte pas qu'encore une fois nos outils disparaissent. Je n'accepte pas que notre savoir-faire soit réduit à néant à travers la destruction d'installations qui ont prouvé notre qualité de travail internationale. Je suis choqué, et peut-être aussi bien naïf, de voir les intérêts de quelques-uns prendre le dessus sur l'intérêt collectif. Nous devons nous rassembler tous, producteurs, réalisateurs, acteurs, distributeurs, techniciens, artistes, pour empêcher que ce bel outil, après tant d'autres, puisse disparaître. À la suite de l'apparition de cette lettre, j'ai reçu un appel des renseignements généraux. Les RG ont a priori ressenti ce texte comme un appel au mouvement de mars, un appel à un mouvement social et même un appel à un mouvement social sur site. Évidemment, ce n'était pas du tout le sens de mon intervention. C'est resté lettre morte après des explications claires et nettes auprès de l'agent de la RG. Notre idée, c'était de médiatiser, puisqu'on savait clairement quelle était la situation, et on se disait que plus cette situation serait dénoncée, plus ça mettrait une pression sur Euromédia, et on espérait ainsi, à un moment donné, voir cette clause de non-concurrence être éliminée, être supprimée. Au niveau de l'industrie du cinéma français, c'est une perte irréversible. Un lieu comme ça se fera jamais. Il a été conçu sur une base d'un concours d'architecture à partir d'un terrain vide.
C'est unique. Souvent, on entend dire que Brie, c'est fini, c'est obsolète, etc. Alors qu'on voit bien ici, si vous voyez là, tous les camions sont en face d'un plateau. C'est un lieu qui tourne, qui est étudié pour tourner. Il est tout le temps plein. On s'est dit qu'il fallait qu'on ait une reconnaissance, un poids indiscutable face à ce qu'on était en train d'annoncer. Donc on a lancé une pétition qui a récolté, je crois, 4000 signatures en une semaine. Un truc de fou. On était derrière les écrans, on voyait les signatures tomber toutes les 5 secondes. Et notre surprise, ça a été bien évidemment de voir qu'on avait le soutien de réalisateurs de renom. J'ai été assez rapidement solidaire de la cause parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de studios dans Paris. Et Brie-sur-Marne, pour moi, c'était le meilleur studio autour de Paris. Donc j'avais envie de participer à sauver ça. Le César du meilleur décor est attribué à Thierry Flamand pour La Belle et la Bête. Il s'agit de sa première collaboration avec Christophe Gans. Avance Thierry, va vite te louer un smoking et viens prendre ton César. Bon, j'avais des petites choses à dire, mais je vois que tout le monde est impatient. Donc voilà, je dis qu'il faudrait vraiment essayer de sauver ce studio de Brie-sur-Marne, qui est quand même le studio qui est le plus... Ah, quand même. D'accord, mais c'est court. Voilà. Oui, qui est vraiment qui est le meilleur plateau. Voilà. Merci encore. La pression a été suffisamment forte pour que Euromédia accepte de lever la clause de non-concurrence. Donc ça, c'était une première victoire. Et puis la très grande victoire, c'est que Transpalux a loué les studios. On passe à une bonne nouvelle. Les studios de Brie-sur-Marne sont sauvés alors qu'ils étaient censés fermer au printemps, le 15 avril. Un nouvel exploitant a été trouvé. Le point avec Didier Foyer. Transpalux, société de location de matériel pour le cinéma, a donc signé hier soir un bail commercial dit de long terme avec le propriétaire Nemoa. On a un bail de 6 ans et on n'en loue que la moitié. C'est-à-dire que le site fait quasiment 13 hectares. Et le studio, l'emprise du studio est sur 6 hectares et demi. Nous perdons les bâtiments de post-production, mais le bâtiment principal et le backlot sont sauvés. Les tournages vont pouvoir continuer et la série Versailles peut ranger ses décors dans les hangars des studios pour revenir l'année suivante. Transpalux a fait une belle fête pour remercier les professionnels. Toute la profession s'est retrouvée pour fêter cette victoire. Nous avons pu être accueillis ici dans les studios de Brie. C'est important parce qu'on a les studios de cinéma, bien évidemment, qu'on a pu garder avec l'ensemble de la profession qui s'est mobilisée. Un grand merci aux décorateurs, un grand merci à tous ceux qui ont préservé le stock, à la société Deux Ailleurs, un grand merci à tous les responsables. C'est tous ensemble que nous avons sauvé les studios de Brie. Ah bah c'était une belle histoire. Parce que de voir l'implication du métier, des utilisateurs surtout, qui ont vraiment été impliqués, ça fait plaisir. Il y avait des travaux urgents de structure, l'entretien normal d'un bâtiment qui a une quarantaine d'années. Donc ça a été fait. La façon dont ça a été remis en état, je me dis, tiens, ça repart comme avant, quoi. Voilà.
C'est très agréable de venir sur Brie. Les parkings sont pleins, il y a des camions partout, il y a des gens qui sortent des ateliers tellement il y a besoin de place en fait. Le stock est superbe, nettoyé, dépoussiéré. C'est la société Deux Ailleurs qui a repris le stock de meubles et d'accessoires. Et on prend plus tableau. Alors ce qui est bien, tu vois, c'est que c'est patiné les trucs. C'est que quand tu achètes des trucs neufs, tu es toujours obligé de les patiner. Alors que là, tu peux... Je trouve ça très agréable de savoir que cet outil a été sauvé par des gens qui étaient peut-être un petit peu... qui ont vraiment cru que cette bataille valait la peine d'être menée. C'est une aventure qui était géniale parce que c'était un peu l'aventure de Goliath, enfin du pot de terre contre le pot de fer. Tout le monde nous disait mais vous rêvez, vous êtes des idéalistes là, c'est mort, oubliez les Brie-sur-Marne, etc. Et nous on n'avait pas envie d'oublier, on n'avait pas envie de lâcher, on trouvait que c'était complètement dingue cette histoire de gros sous. Finalement on a réussi à mobiliser tout le monde. Et pourtant, on n'était que 10. On ne s'y attendait pas, franchement, de pouvoir emmener autant de gens comme ça dans cette aventure. Et ça s'est passé sans aucune anicroche. Il n'y a jamais eu de dispute. Donc, c'était une très belle aventure humaine. On avait les bons arguments. C'est aussi pour ça que ça a marché. C'est pas nous qui avons sauvé les studios de Brie-sur-Marne, c'est la qualité des studios de Brie-sur-Marne qui a fait qu'on a pu conserver ces plateaux. L'espace, il appartient à ceux qui l'utilisent. C'est là qu'on vit. Quand on travaille sur un film, on travaille 10 à 12 heures par jour. Donc, on vit plus dans le studio que chez soi. Il y a un moment où les murs d'un bureau passager, ils vous appartiennent un peu. Donc, je ne vais pas dire que ça m'appartient à Brie-sur-Marne, mais je sais que j'y ai habité un peu, j'étais locataire, et que, oui, quelque part, ça m'appartient un peu. Aujourd'hui comme hier, ce lieu de création unique continue d'attirer une grande diversité de réalisateurs. Le décor classique en studio, en France, c'est l'appartement. Et à partir de 2 semaines de tournage, effectivement, la production peut se poser la question d'un devis parallèle avec un tournage en décor naturel, bien sûr. Pour Le Grand Partage, le film d'Alexandra Leclerc, on avait dans le scénario un loft haussmannien. La production voulait trouver un décor naturel pour que ça coûte moins cher. Et on a cherché, on n'a pas trouvé. On avait quand même fait l'exercice de chiffrage avec mon chef constructeur et on a fini par le faire en studio. C'est vrai que c'est financièrement, surtout, on a toujours l'impression que ça coûte plus cher. Parfois, pas du tout. C'est une volonté artistique et économique. Un film est toujours entre l'artistique et l'économique. J'ai l'impression de faire partie d'une génération où on a arrêté de diaboliser les studios et où on s'est dit, finalement, il y a des choses à faire dans les studios. C'est un laboratoire dans le sens où on peut travailler tout. Voilà, on travaille la réalité avec un lieu qui permet de travailler la réalité qui est en dehors de la réalité. Le studio, il a plusieurs avantages. Le premier, c'est qu'évidemment, on contrôle le décor en termes de lumière, on contrôle le décor en termes d'espace. C'est pas la caméra qui va s'adapter ou le découpage du réalisateur qui va s'adapter au lieu, c'est le décor qui va s'adapter au découpage du réalisateur. C'est aller jusqu'au bout d'un choix fort pour le metteur en scène, le chef décorateur et le chef opérateur. Pour moi, c'est aussi un laboratoire pour l'acteur parce qu'on est dans la réalité qu'on veut créer. Et du coup, l'acteur, on est obligé on le fait rentrer dans un personnage, on le fait rentrer dans un univers, dans une histoire. Et il y a un moment, il n'y a plus que cette histoire. Et c'est vrai que le studio concentre vers cette histoire. Et c'est vrai que pour moi, il y a quelque chose qui est très très précis pour l'acteur, parce qu'on n'est pas dérangé. Toi, plus il te raconte ce qu'il te raconte et plus il sourit, plus ça t'énerve. Voilà. Ça doit faire un mois que je sais à peu près ce que j'ai. Pourquoi tu m'en as pas parlé avant? Voilà, ça y est. Quoi, ça y est? Ça y est quoi? Ah, putain de merde. Continue. Ouais, même si c'est faux, c'est pas grave.
Je vais peut-être crever. Je te le dis. Toi, tu m'engueules, putain. On fait partie d'un monde chargé d'histoire de cinéma. Et ça vous fait travailler différemment. Et ça, c'est vrai que quand vous êtes dans le studio où a travaillé Hitchcock, quand vous êtes dans le studio où il y a eu des films que vous aimez, un James Bond que vous aimez, vous travaillez pas pareil. C'est-à-dire que vous faites partie d'un truc, et je trouve que ça compte. Et c'est vrai qu'un studio, c'est une usine à rêve. Donc c'est une usine, c'est un bureau, c'est un lieu de travail, mais ça contient de l'histoire, du rêve, et ça contient le rêve des autres et l'histoire des autres. Donc moi, je sais qu'à Brie-sur-Marne, c'est le seul endroit dans Paris où il y a ça. Allez, encore un petit effort. Été 2017. La série Versailles tourne sa 3e saison. Nous sommes confiants car Transpalux négocie pour acheter les terrains des studios quand une mauvaise nouvelle tombe. On a appris que Nexity avait acheté en juillet 2017 la plus grosse partie des parts de la société Nemoa, donc devenaient propriétaires eux-mêmes maintenant des terrains. Depuis 2 ans, Nexity négociait secrètement avec Rudy Marzouk. En rachetant la société Nemoa, ils empêchent toute possibilité de préemption de l'État. Qu'est-ce qui va se passer sur ces terrains ? Est-ce que les studios vont être maintenus ? Est-ce que ça va être démoli ? Est-ce que ça va être déplacé ? On n'a aucune idée de ce qui va se passer. Donc, en tant que groupe qui s'est occupé d'une première mobilisation, on en crée une deuxième, toujours aussi pacifiste, mais en même temps très vigilante et déterminée. En septembre 2017, nous rencontrons le groupe Nexity. Nous leur expliquons qu'ils ont acheté le meilleur studio français. Leur objectif est d'aménager les terrains, revendre et prendre leur plus-value. Et le meilleur moyen de gagner de l'argent, c'est de construire des logements. Mais le maire de Brie-sur-Marne veut conserver les studios. Et nous sommes prêts pour une saison 2. C'est pas des machines à cash, un studio. C'est juste un endroit qui permet au cinéma de se fabriquer, tout simplement. C'est un outil indispensable. En conclusion, moi je dirais que les studios de cinéma de Brie font partie de notre patrimoine, donc on n'a pas le droit de tirer un trait dessus, c'est impossible de le penser. Si jamais on en arrivait à perdre ces studios, je ne pense pas qu'on soit capable de construire un outil équivalent dans l'avenir. Il va falloir de nouveau que les gens soient très déterminés pour que ça subsiste. On se rend compte que c'est un bel outil et qu'il faut le garder, bien sûr. Mon souhait, c'est que ça dure, avec ou sans moi, mais que ça reste. C'est notre maison du cinéma. C'est notre maison du cinéma.